Troisième partie, le nœud. D'une page à l'autre, de pli à pli, rien d'autre que ce rite. Ici encore, la famille résiste. Avec des pages écrites en famille, sans que cela concerne une famille particulière, sans que cela inscrive la biographie de l'auteur, comme toute biographie un sac de mensonges, l'expression est tibétaine, un collier de verroterie pour un roi nègre. La famille sera là pour protéger la paresse du lecteur. Son sérieux maintiendra son moral, l'aidera à supporter le choc des valeurs qui demeureront pour toujours sans fondement. C'est là le drame évité par la famille. La morale restera toujours arbitraire, sans fondement. Par là, elle sera atteinte. Nous risquerons d'autres paysages moins familiers. Nous emprunterons des chemins hasardeux, des faux fuyants. Nous rencontrerons des pèlerins désespérés cherchant les sources de la civilisation au pied du mont Kailash. Nous jouerons avec Ling à Milarepa ou à cache-cache. Nous découvrirons l'infinité des mandalas sans y croire, sans s'y attarder autrement qu'un Tibétain s'y attarde. Les dieux sont uniquement des productions de ta propre imagination. Nous rirons des conventions du temps, de l'espace, avec Padmasambhava. Nous aurons laissé père et mère en plan. Nous serons devenus leurs amis ou les aurons perdus pour toujours. La famille, quelque part ébranlée discrètement, ne sera plus la famille. Progressivement, nous la démarquerons de son évidence. Question à une réponse qui n'aura pas été posée. Pour faire ce pas, nous devrons déstabiliser l'équivalence que la métaphore familiale ceinture. L'origine de la famille est le père, comme l'origine du monde est l'un, le chiffre pair, l'impair. Pour cela, il ne suffit pas seulement de dénoncer la projection du modèle familial sur la constitution du cosmos. Cette projection retient, outre toute possibilité d'un lien avec le cosmos, la nature, et force l'homme à lutter contre elle pour soi-disant s'élever à son humanité, mais encore assure qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Le rêve du cosmonaute, c'est de rester dans la matrice, de ne pas aller plus loin, ne pas désassurer l'équivalence de la matrice et de l'espace, s'assurer d'une réalité parfaite extérieurement, sans risque de glissement vers son être même. Pour comprendre, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est pas la peine de risquer les limites du non-savoir ou du ne rien avoir à savoir du tout. Il suffit d'interpréter le monde en oubliant ce que nous sommes. Ce n'est pas la peine de penser. Freud insiste. Tout est déposé dans la famille. C'est la conception de l'enfant, rien d'autre, plus de mystère. L'enfant tel que Freud le fait parler se situe dans le texte freudien pour inscrire ce qu'inscrivent toutes religions à l'entrée de leur temple. L'interdiction mise sur toute question. L'enfant freudien ne veut pas savoir autre chose que ce qui concerne le comment naissent les enfants. Il n'adresse pas aux parents des questions impossibles. Non. Et d'ailleurs, si elles sont impossibles, c'est seulement pour voiler l'unique question qui le tracasse, lui, Freud. Comment et non pourquoi naissent les enfants? Question de mécanique médicale. Qu'importe le monde s'il apprend comment naissent les enfants? L'enfance, chez Freud, n'a pas d'autre question à poser qui ne soit pour la réponse unique, par le bricolage, l'ajointement de la copule et entre un homme et une femme. C'est par le mariage que la femme devient libre, avec lui l'homme perd sa liberté, si bien que ceci se trouve
par leur propre générosité enchaînée, sans s'en apercevoir, par un enfant. Bien sûr, ce n'est pas Freud, c'est Kant qui ira mettre la zizanie dans le cliché du « et » ils eurent beaucoup d'enfants. Kant sait que « et » n'est pas possible, que c'est toujours raté. Ce que Freud ne veut pas entendre, c'est que tout rapport sexuel, tout rapport pose une question qui n'est pas de rapprochement ou de jonction. La question est où? Où? Accent. Une question de lieu. Et l'enfant qui vient, sans s'en apercevoir, ne sera jamais un lieu, c'est un non-lieu. Il donne aux parents une origine après coup. Mais à moins de l'aliéner comme leur chose, leur enfant, celui-ci échappe. Ils ne prolongent leur vie que provisoirement, imaginairement. Avec ou sans enfant, la finalité de la vie demeure la mort. L'origine que trouve l'enfant en ses parents et les parents en originant leur demeure insuffisante, pour briser l'anneau vie-mort. Cet anneau ne se brise pas, familièrement. Se brise-t-il? C'est pourtant ce que l'enfant demande à ses parents, l'enfant qui n'est pas un innocent. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Alors l'enfant nuit. L'enfant est mis en souffrance, abandonné ou éduqué, c'est la même chose, c'est le remettre à quelque chose d'autre qu'à lui-même. Il nuit comme la folie, il nuit avec la folie, il érode la famille. C'est pour ne pas supporter l'érosion que certaines familles rendent leurs enfants psychotiques. Mais là encore, ils les narguent, même enfermés, loin d'eux, ils leur imposent le vide. Ils leur imposent d'être ce qu'ils lui demandent inconsciemment, être purement une chose. Dans ce sens, la famille du psychotique est une famille modèle, qui a exactement ce que le droit prescrit à la famille, un enfant en pâte à modeler. L'enfant psychotique est le plus institutionnel des enfants, une propriété dont on dispose, qui n'échappe pas au désir des institutions. Le psychotique roule d'institution en institution comme différence déterminée, éthique. D'autre part, il est indifférent puisque tout ce qui lui arrive ne lui appartient pas. Schizophrenia is a label affixed by some people to others in situations where interpersonal disjunction of a particular kind is occurring. Hardy Lang est précis là-dessus. Le discours, l'expérience du psychotique est une expérience disconnectée. C'est ce que disent les autres. Une partie de son discours fonctionne en miroir avec le discours familial. Ce phénomène de citation en miroir est particulièrement bien circonscrit dans les ouvrages de Maud Manoni. Le psychotique est à ce point inscrit dans le désir de l'autre, du parent, dans la situation qu'il le reflète. La difficulté vient alors de ce que l'image inversée, l'inscription symptomale, ne peut plus être immédiatement reconnue comme discours de l'autre. Là se situe la souffrance du psychotique, son aliénation. Une partie de son discours est dans l'autre sans que l'autre puisse reconnaître qu'il est en quelque sorte la cause. Ce qu'il aurait vraiment à dire, il ne le peut inscrire que entre. Entre précisément où personne ne veut entrer, écouter, dans un silence où l'écriture peut se risquer sans se comparer totalement à la folie. J'ai l'illusion, écrit Marguerite Duras dans Les Parleuses, que je fais de l'ordre alors que je dépeuple, que je fais de la lumière alors que j'efface, ou bien on fait toute la lumière et on est fou. Les fous opèrent dehors la conversion de la vie vécue. La lumière illuminante qui pénètre en eux a chassé l'ombre interne, mais la remplace. Seuls les fous écrivent complètement. Fin de citation. Pure trace, la folie est l'irréparable du savoir que l'écriture effleure seulement. La comparaison est repoussée, la figure romantique du fou magique ne tient pas, ne tient plus. Écrivant, nous repoussons les frontières de la folie, nous sommes des voyageurs au paysage de la folie. Paysage égyptien de Freud, paysage hindou de Laing, nos jardins japonais, paysage industriel de Marx, etc., etc. La folie. Le décentrement de la folie est complet, la folie est un lieu, un topos sans logos.
le seul caractère général de l'aliénation est la perte du sens commun et l'apparition d'une singularité logique, sensus privatus. Kant. Elle est paradoxalement lieu du langage. L'information y est impossible. Pour Freud, le fou est quelqu'un qui ne peut contrôler les flux fantasmatiques qui, normalement, entre guillemets, ont lieu dans les rêves, dans le temps, bref, d'un lapsus, ou la répétition tout aussi brève d'un rituel névrotique, sans que isolement s'ensuive. C'est une pierre de touche, subjectivement nécessaire, que d'appuyer notre entendement sur celui d'autrui sans nous isoler le nôtre. Kant. Le fou serait en quelque sorte un discours perdu, une dépense fantasmatique allant contre l'économie de l'échange informationnel avec l'autre. Non pas atteinte à la raison elle-même, mais dérèglement du rapport avec l'autre. En fait, et je vous propose d'ouvrir l'anthropologie de Kant et de lire attentivement les pages 81-84 de la traduction Gévrin, la raison s'oppose à la déraison et chacune, possédant sa positivité propre, tend chacune vers l'universalité. Cependant, la raison est la seule positivité vraie. Elle n'effectue aucun repli sur soi qui isolerait le sujet, suspendrait son rapport à l'autre. La déraison est positive comme particularité logique, mais elle est négative comme irruption de cette particularité en tant que perte du sens commun. La distinction faite par Freud entre névrose-psychose s'entendra clairement dans cet horizon où le sens commun constitue le degré zéro référentiel. Neurosis is the result of a conflict between the ego and its id, whereas psychosis is the analogous outcome of a similar disturbance in the relation between the ego and its environment, outer world. Neurosis in Psychosis, Freud, 1924. Le degré de retrait d'un sujet par rapport au monde environnant fonde la distinction névropsychose et sa mesure. L'environnement ne sera rien d'autre que l'espace commun où se situe la reconnaissance a priori sur un fond de confiance commune, à rapprocher du domaine du on dans Être étant de Heidegger. Loin de Freud, des considérations sur le monde, c'est bien le moindre de ses soucis. Ce qui le concerne directement, c'est une économie de ou du monde. Freud ignore les préoccupations de ses contemporains, refuse de saisir les fondements métaphysiques de ce qu'il croit être sa science, sa découverte. Personne ne s'étonnera alors de son impossibilité à saisir le plus brillant de ses interlocuteurs, Ludwig Bieswanger. Seules des lectures de Bieswanger constitueront des repères critiques et des inscriptions du texte freudien dans le contexte. Freud lui-même manque son rapport à la contemporanéité, voire l'espace culturel où Freud se fait médecin cultivé. Il suffit de relever les citations des œuvres littéraires ou philosophiques, de souligner son ignorance de la musique, pourtant alors mise sériellement en question, l'absence de référence aux peintres de son temps, etc., etc. C'est que Freud n'est pas de ceux qui cherchent à désorienter le sens commun. Les parenthèses qu'il met entre lui et son temps activent la reconnaissance scientifique de sa recherche. Le cogito est l'essence de la folie. Il ne pensera pas plus loin que Descartes. Tous deux, de nature dissimulateur, ils omettront tout retour au fondement que constitue pour un discours ce dont ils parlent. Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens, j'effacerai même de ma pensée toutes les images des choses corporelles, ou du moins parce que à peine cela se peut-il faire, je les réfuterai comme vaines et comme fausses, et ainsi, m'entretenant seulement moi-même et considérant mon intérieur. Méditation, troisième, de Descartes. Fermez les yeux, fermez les oreilles, fermez les sens. Le corps est interdit, il représente tout ce qui trompe, tout ce qui est en fond est faux et vain. Dans une textualité où le sexe énonce ses
effet de structure, le corps perverse polymorphe, le ça illogique, devrait être réglé de telle sorte que lorsque je pense enfin, je ne suis plus mon corps. Cet enfin est capital. En effet, cet enfin exprime l'incroyable jouissance de l'histoire occidentale de ne pas avoir de corps. L'homme occidental ne se reconnaît comme humain qu'après avoir assassiné son corps, soit comme une chose qui pense, et non étendue en longueur, largeur et profondeur, et qui ne participe en rien de ce qui appartient au corps. Méditation 4e de Descartes. Réfutation pure et simple de l'espace, d'une spatialité du sujet pensant, cette réfutation conduit à projeter l'homme dans la 4e dimension, le temps. Le temps définit l'être, il est la condition a priori de tous les phénomènes en général et, à la vérité, la condition immédiate des phénomènes intérieurs de notre âme et par là même la condition médiate des phénomènes extérieurs. Critique de la raison pure, Kant. Freud ne dérange rien. Son cogito nous ramène à une dimension temporelle unique, à ceci près qu'il a un peu plus de mal à le démêler des assises spatiales à cause de l'inconscient. Mais l'inconscient, après tout, n'est-il pas le projet de Freud de s'en débarrasser en famille? Laing accusera. The family's function is to repress heroes, to induce a false consciousness of security, to deny death by avoiding life, to cut off transcendence, to believe in God, not to experience the void, to create, in short, one-dimensional man, to promote respect, conformity, obedience, to con children out of play, to induce a fear of failure, to promote a respect for work, to promote a respect for respectability. Il accusera, mais se prendra à la même perte de l'inconscient, à la même inconscience que Freud, mais à l'envers, anti. Freud insistera avec Descartes en famille, adresser le corps en manque d'être. Manque d'être, la preuve, il n'a pour faculté que l'imagination. Lacan ramènera par là son imaginaire, les identifications, le moi idéal, le rapport au corps, à la mère, etc. Imaginer n'est autre chose que de contempler la figure ou l'image d'une chose corporelle, Descartes, ce qui demeure un comport infantile. Dans la première année de notre vie, notre âme étant si étroitement liée au corps qu'elle ne s'applique qu'à ce qui causait en lui quelque impression, Descartes. Ajoutons que la première et principale cause de nos erreurs sont les préjugés de notre enfance, Descartes, et nous serions encore moins loin de nos Freud, si Descartes n'atteignait le comble du comique avec une religion qui s'avère être tout autant un préjugé appris dans l'enfance, mais inattaquable, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait grâce d'être inscrit dès mon enfance. Curieusement, il n'y a pas de contradiction. Et ce n'est pas de l'ordre de l'enfance, cette religion. La logique est pitoyable. Le corps est un manque d'être. L'enfance quasiment animale serait ce manque pur si l'enfant ne recevait Dieu. Dieu serait aussi un effet de l'imagination, si l'apprentissage de Dieu ne commençait par des châtiments corporels, application d'un tu dois. Ainsi l'idée de Dieu fondera le cogito. Il dit « Pour être, tu dois détacher l'âme de ton corps ». Freud appellera cela sublimation. C'est encore un devoir. À l'encontre des présupposés, le cogito ne saurait être l'avènement d'un sujet, se pensant lui-même et se reconnaissant comme un existant. Il est la position, la possibilité d'un discours méthodique. Il est le sujet du discours scientifique classique. Il sépare le sujet de l'objet. Nous proposerons donc un « je pense à » donc je suis, où l'accent sera mis sur le « à » accent, où le je même, c'est-à-dire le lieu où le je même, s'efface au profit d'un on, où il se perd, un il, où il se généralise. Il pense à, donc il se fait être.
Il se fait être s'entendra très strictement comme un clivage résultant d'une opération de détachement du corps et de l'âme. Ainsi, le cogito, le je, est définitivement effacé, exclu de l'histoire. La relation du sujet et de l'objet le remplace. Celui qui est vers un objet, le sujet est en vérité l'être de l'étant que nous sommes. Il pose l'objet. Le reste, ce qui se pose dans le divers de l'expérience, n'est pas un être, une essence, il est dans l'illusion. Ou il est illusion. Lieu des conspirations et des tromperies, ce reste est le lieu d'où se démontre par l'absurde l'inexistence, entre parenthèses, existence, de Dieu. Inexistence certes, mais nécessaire, pour les rituels de l'argumentation, pour légitimer l'histoire de l'Occident. C'est ce que chacun, dans sa croyance, appelle l'existence de Dieu. C'est le managénie dont Descartes fait l'hypothèse. Cette hypothèse lui permet d'escamoter une rencontre avec l'inconscient, de disposer cette chape de plomb sur l'accès à l'autre, l'hétérogène. Dieu, la rature, d'un même geste, au même lieu, un Freud dispose le nom du Père pour retenir l'inconscient dans les limites de la raison classique. L'inconscient ne sera le discours de l'autre que dans les limites du nom du Père. Le Wo es war soll ich werden freudien ne sera qu'en apparence une rupture d'avec le cogito de la raison classique. Là où le ça était, le je doit advenir. Outre que, comme le remarque si justement Sartre, l'homme perd une dimension temporelle, le futur, et du même coup se trouvent ces actes déterminés par un autre, le passage à une topologie est rendu inopérant par le zolon, le devoir essentiellement idéologique. Pris au devoir-être au lieu de son passé, et lorsque cela ne marche pas tout seul, si appliqué dans la cure analytique, l'homme est privé d'un accès libre à son être. Sa liberté consiste à accepter les limites de son passé. Le je sera cette acceptation ou ne sera pas. Loin d'avoir fait sauter les chaînes du destin, libérer l'homme du déterminisme astral, un Freud ficelle la réalité humaine à une cartographie d'instance qui demeure une horoscopie. Moi sur moi, etc. Le ciel est seulement dévasté, vide. Celui qui jadis trouvait place dans un devenir cosmique est maintenant pris à la rhétorique analytique. Il se demande alors, nouvelle version de la fatalité, quel est le choix que je fais qui me détermine mais que je ne perçois pas, que l'autre perçoit à ma place. Ainsi privé de sa liberté, l'analyse le fait désirer être un autre, cet autre qui sait, il veut le devenir. Comme analyste, cet autre, nous fait-on croire, reste de marbre. Quant à l'autre, qui lui n'a pas le temps de faire le mort, l'autre que je rencontre quotidiennement, j'y mords par l'identification, je m'y perds dur. Nous nous perdons ensemble, l'existence analytique se donne comme pure perte dans l'autre. Laing attaque ce point faible de l'analyse. Nous attaquons sans doute avec lui. Mais si encore l'autre grand A, pouvait être un groupe où la situation, on comprendrait, mais que la liberté du sujet s'aliène à ce point dans l'autre, petit homme, qu'il ne puisse en dépêtrer que dans la relation à deux, dans l'analyse, voilà qui est scandaleux d'une certaine manière. Le scandale ne s'arrête certes pas là. Le clou de cette relation à deux, c'est que malgré elle vienne s'y dévoiler cette part de vérité, une dynamique. La dynamique du désir ou un « que me veut-il » posé par l'enfant, dans le lieu parental se substitue cette autre question. Mais qu'est-ce qu'il, elle, a, lire petit a, c'est-à-dire source du désir, pour que je m'y désire, que je la désire, adressé à l'objet sexuel, l'objet du désir, le posant de fait. Question sans réponse ou réponse par la répétition de l'acte sexuel, par la fuite métonymique du désir. L'analyse pourrait être reconnaissance de cette extrême liberté. Il n'y a rien à savoir pour jouir, rien à atteindre, attendre, ce moment de non-savoir, moment unique de ma singularité, ma jouissance, mon être mien. L'analyste en fait l'affaire du compte des séances.
Sa préoccupation n'est ni l'être ni la jouissance, il doit démontrer dans l'espace des séances la validité de la sublimation, soit l'hypothèse vacillante d'un Freud pour instituer la confession payante. Le rachat ne suffit pas. Il est pris au pied de la lettre, payé en espèces. Trébuchantes et sonnantes, les pièces de monnaie règlent la sublimation sévèrement. On oublie trop souvent comment l'analyse, loin d'ouvrir les perspectives d'une nouvelle économie, fonde l'économie classique, la justifie. On l'oublie parce qu'avec Lacan, on croit que l'analyse n'est pas là pour renforcer le moi, fabriquer ce symptôme, appelé pompeusement rôle social. Et pourtant, Lacan n'a jamais mis en danger le market de l'analyse. Ceux qui s'y sont essayés, le laboratoire de psychanalyse, n'ont pas eu bonne presse très longtemps, je crois. De toute manière, l'analyse n'est pas là pour effectuer un travail en profondeur, n'est pas là pour travailler avec les inconscients. Le véritable travail d'analyse, ce sont Alisa, Stein et Thor qui l'effectuent dans Détruire, dit-elle, de Marguerite Duras en tant que situation à travers avec Elisabeth Allione. Exemple admirable d'analyse institutionnelle, ce n'est pas le travail des Freudiens. Ils ne veulent pas détruire l'image moïque ou le sujet sans rôle. Il aurait demandé de transcrire le conflit de chacun sous une forme renouvelée de la confession auriculaire et de favoriser la communication dans les règles. Pierre Legendre poursuit pour défendre un coin d'analyse bien à lui pour rappeler l'inconscient perdu. Beaucoup d'analyses sont à 100 lieues d'imaginer ce mode usuel de la digestion à laquelle est soumis le texte freudien. Ce sont les textes tirés de L'amour du censeur de 1975 de Pierre Legendre. Cette digestion s'exprime très clairement aux USA par la coopération de la psychanalyse et du behaviorisme. Sans hypocrisie, on réussit bien son coup. Coup de Leuven, coup de Janov. L'Amérique a compris Freud au pied de la lettre, pendant que Lacan a admirablement brodé un texte freudien de son cru. Sans suite dans la société industrielle, hélas. L'Amérique a compris le cogito freudien. À la place du corps, ça se traduit sans embâche par langage du corps, le moi doit advenir. Le corps trompe ou trahit, pour reprendre le titre de Leuven, Betrayal of the Body, something like that, n'est pas la mise en évidence d'un corps emprisonné, étriqué dans le grand corps social américain et ses conditionnements. C'est au contraire un corps qui n'a pas pris aux splendeurs du moi, une démission purement individuelle. Rétablir le corps, dans son essence, c'est tout simplement repérer la vacance de ce moi, c'est-à-dire le refus de ses rôles, pour ensuite imprimer, en fait halluciner, les traits manquants, réparer le comport du sujet, le laisser se reprendre dans la fixité des rapports sociaux standards. La psychologie américaine, dans l'esprit industriel pur, forme des acteurs sociaux. On y apprend à bien camper le rôle, à se défaire de ses responsabilités. Nous y sommes loin des considérations prometteuses de l'engagement, au sens de mise en langage, où nous croyions jadis suivre Lacan, mais où Lacan ne nous suit pas. Lacan s'arrête ici, il insiste en de nouvelles tentatives pour fonder plus radicalement le cogito cartésien. Freud est là pour ça. Ce qu'il semble ainsi déplacé, il le maintient avec plus de force. Il écrit « Je ne suis pas là où je suis le jouet de ma pensée, je pense à ce que je suis là où je ne pense pas penser. » Croyant mettre en avant une dimension topologique, il laisse intouchée cependant la dimension logique. Les Thor et les Mathème y insistent suffisamment, je crois. Le logos déplacé par le topos, A, le phénomène ne répondant plus nécessairement à la voix, B, l'écriture et le geste compositionnel décalant l'imitation, C. Tout cela échappe tout naturellement à Lacan. Derrida d'en profiter, il se fait facteur de la vérité. Acte considérable, il ne choisit pourtant pas d'avancer, de faire un pas hors école. Il ne fait guère plus de surplace. Reste-t-il un mystère?
Lacan n'en vient pas moins tranquillement poster son cogito à la jointure, fait opérer le cogito cartésien adroitement, c'est-à-dire classiquement. Il poste son réel impossible, la chose en soi, son symbolique, ordonnance des phénomènes, son imaginaire, le colmatage. Il le poste strictement à l'emplacement de la démonstration de l'existence de Dieu, qu'il appelle l'autre grand A, sur quoi vient s'imposer le nom du Père, par l'absurde, par l'hypothèse du malingénie. Le cogito désormais précis s'écrit. Là où le corps était, doit advenir ce il qui se pose ou pose à lui-même, ces objets qui, objetant, pensent à, doit advenir le sujet qui est l'être de cet étant parlant, le Dasein, l'être là ou le là, une âme. Plus précis, quelque chose cloche. Un manque, un trou s'immisce. Le sujet doit devenir lui-même. Il peut donc se manquer lui-même, être pris dans les tours de la quantité. Il peut se fixer, régresser. Sans cesse, il doit répéter le geste fondateur pour se garantir du risque d'un retour du corps. Le fantasme et sa logique vicieuse sont toujours là, rêve, rêve éveillé, lapsus. Il s'agit de savoir le tourner à son avantage pour maintenir la position d'objet qui m'évite de retomber dans le passé, qui m'assure un avenir. Sans cesse, conscience positionnelle. Freud voit bien que tout est désorientant, que la quête humaine est en quelque sorte toujours la quête de son passé, que son futur est son passé, admirable image déjà citée, le cosmonaute flottant dans la matrice spatiale reliée à son vaisseau par un cordon ombilical. La logique du fantasme est inexorable pour déplacer la temporalité au profit du topos. Elle exploite toute occasion offerte par le présent afin de projeter Entwerfen une image de l'avenir sur le modèle du passé. Fondé plus étroitement, le cogito n'en est pas moins plus fragile. Les poussées hétérogènes le travaillent. Freud n'a pu complètement camoufler l'inconscient.